Les rencontres de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Francis Gosselin. Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui gagne 98 000 par année? La rencontre, Barry Gosselin. On retrouve Francis Gosselin, notre économiste, pour nous parler tout d'abord du prix de l'essence. Le Canada serait en mode anticoncurrentiel. C'est quand même assez spécial cette nouvelle-là, Jean-François. C'est le Canada, puis particulièrement le Québec. Comme tu le sais, là, on a un système un peu étrange avec un prix plancher là, qui est imposé. Et donc, c'est la Fédération canadienne des contribuables, qui se fâche un petit peu aujourd'hui parce que apparemment il y aurait 547 points de vente d'essence au Canada qui auraient reçu des griefs parce qu'ils vendaient l'essence trop peu cher, ce qui est quand même assez On n'a pas le droit, eh ben. Non, exactement. C'est l'idée, là, évidemment, c'est de s'assurer que tout le monde paye sa juste part, ses taxes et éventuellement que l'essence ne soit pas utilisée comme un produit d'appel, etc. Mais ultimement, ce que ça souligne, c'est qu'on vit vraiment dans une drôle de place où essentiellement les entreprises qui veulent se faire concurrence sur un bien non différencié, là, on s'entend que l'essence ordinaire à la station A est pas mal similaire à l'essence ordinaire à la station B, ne peuvent pas concurrencer sur le prix. Et donc, ça fait en sorte qu'indirectement, on se retrouve tous collectivement à payer plus cher qu'on le pourrait si on laissait au marché le libre cours. Puis entre toi et moi, Jean-François, il y a peut-être des raisons environnementales là, pour lesquelles on veut rendre l'essence moins disponible, mais du point de vue strictement de la concurrence, c'est pas comme si on était dans une question, tu sais, je sais pas, comme en agriculture, là, on a des prix planchers pour protéger les agriculteurs. Là, qui est-ce qu'on veut protéger, là? Les multinationales pétrolières, tu sais, ouais. Il n'y a pas de justification de structure. C'est vraiment une stricte affaire de fric parce qu'évidemment, les États sont très dépendants aux revenus de taxes sur l'essence. Et donc, la Fédération canadienne des contribuables s'insurge aujourd'hui là, en apprenant ça, en essayant de faire valoir qu'il serait peut-être temps de revoir un petit peu la façon dont on taxe, mais aussi la façon dont on détermine les tarifs là, dans le domaine de l'essence là, au Québec et au Canada. Mais tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que des fois, il y a des écarts là, entre Montréal, mettons, puis Gatineau. Oui. Là, 1h45 d'auto, il y a un écart de 20 sous. Fait que dans le fond, à Gatineau, ils sont au prix plancher. Le prix plancher, il est par province, par territoire? Il est comment? Je pense qu'il est il y a un prix plancher, je pense, qui est national, puis ensuite chaque région a ses stratégies. Évidemment, Gatineau, qui est un cas que je connais très bien, ils ont la pression très importante de l'Ontario, juste de l'autre côté, là, d'Ottawa, là, de l'autre côté de Gatineau. Et donc, ils sont obligés de prendre des marges de profit beaucoup moindres, sans quoi pratiquement tous les automobilistes vont faire le plein du côté ontarien. Effectivement. Sinon, le Québec, là, c'est une des provinces au Canada où l'essence est parmi les plus élevés là, un peu partout. Puis ce qui est intéressant de cette nouvelle-là, c'est qu'à la fois, on chicane quand les prix sont trop bas, mais tu te rappelleras, il y a quelques années, il y avait eu toute une enquête, puis je pense que des accusations avaient été déposées à l'inverse d'une forme de cartel, là, je pense que c'était en Estrie, là, de stations-service qui s'étaient mises d'accord pour chacune ne pas baisser en dessous d'un prix. Donc, si tu habitais dans la grande région, tu payais quelques cents de plus que le prix juste de concurrence parce qu'il y avait une entente entre les participants du marché. Bref, c'est un drôle d'univers, puis tu sais, avec tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, sur le cartel du pain, le cartel de la viande. Notre troisième cartel déjà cet été. Écoute, franchement, on se croirait dans un épisode de Sicario, je ne sais trop quoi. Ben, ça va être à suivre pour voir si on va avoir raison ou pas. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, tu m'as parlé de Budweiser. En fait, c'est pas toi qui m'as parlé de ça, c'est Alexandre Moranville qui a eu une chute de ses ventes de bière à cause, entre autres, d'une publicité. Là. Ils ont engagé une personne trans pour faire la publicité. Ça a fait en sorte que Bud Light a perdu quelque chose comme 20% de ses ventes. Mais là, on a réussi à trouver des acheteurs du côté de la Chine.
Exact. Ben, en fait, tu sais, ce que je te rapporte, Jean-François Barry, c'est les résultats consolidés de la maison mère de Budweiser, donc Anheuser-Busch, qui est une société néerlandaise, je pense. Et donc, ils ont augmenté significativement leur profitabilité dans le dernier trimestre. On parle de 5% d'augmentation de leurs bénéfices avant impôts et amortissements. Donc, où est-ce qu'on voit cette augmentation-là? Justement, en Chine, ce qui est quand même assez étonnant pour une entreprise qui est la maison mère de Budweiser, Bud Light, etc. Mm-hmm. Donc, très fièrement là, américaine. En fait, la croissance vient essentiellement de la Chine, du Brésil et du Mexique. Ah ouais, hein? Et ça aurait pu être beaucoup plus. Par contre, comme tu viens de le mentionner, l'entreprise a vraiment souffert énormément. Rappelez-le rapidement les faits. C'était une association de marques. Dans le fond, ils ont envoyé quelques bières à une influenceuse trans, donc américaine, Dylan Mulvaney, avec de mémoire là, des bières à son effigie, je ne sais trop quoi. Donc, elle s'en est vantée sur ses médias sociaux. C'était un peu ce qui était convenu avec la marque. Et évidemment, immense backlash du côté de la droite conservatrice américaine. On a vu, je pense, le chanteur Kid Rock là, qui a shooté sa canette de Bud Light sur ses médias sociaux. Ouais, très, très beaucoup de colère. Et bon, après, des appels au boycott, on en voit souvent là, dans les produits de grande consommation. Généralement, ça n'a pas vraiment d'incidence. Mais là, on parle d'une baisse de 20% de la vente de ce produit-là spécifique Bud Light. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est toujours drôle pour moi, c'est qu'en fait, Anheuser-Busch, il distribue aussi Stella Artois, Corona, qui sont pas vraiment associés à des valeurs d'Amérique profonde, mais c'est des marques qui continuent d'aller très bien. Ceci dit, entre-temps, la Bud Light a été déclassée au premier rang du palmarès des bières les plus vendues aux États-Unis par la Modelo, qui est une bière d'origine mexicaine. Là. Donc, évidemment, il y a toute une communauté hispanophone aux États-Unis. C'est une bière légère, un peu comme la Corona. Donc, maintenant, Bud Light n'est plus la reine des bières aux États-Unis. Et c'est dangereux là, pour la compagnie, parce que si les gens arrêtent de boire de la Bud Light, ils vont peut-être se rendre compte que pas si bonne, cette bière-là. C'est dégueulasse. Puis ils vont commencer à en boire une autre. Au début, tu le prends pour tes principes. Après ça, tu fais « Hey, sais-tu quoi? C'était pas yable, notre affaire. » Fait que c'est très, très, très dangereux pour la compagnie mère. Et on va terminer avec le dernier sujet qui est pas tellement réjouissant. Fallait s'y attendre. Évidemment, on dirait que tout le monde se dit « Bon, si on peut monter nos prix, on va monter nos prix. » Peut-être qu'ils n'ont pas le choix aussi de monter leurs prix, mais bon, ça a été l'épicerie, c'est le bois, les trucs pour les voitures, pour la construction à la maison, peu importe quoi, on paye plus cher. Et là, ça va être le cas des fournitures scolaires, bien évidemment avec la rentrée qui s'amène. Exactement. Puis c'est intéressant le marché des fournitures scolaires, Jean-François, parce que il y a beaucoup de marchés, on parlait de l'essence ou bon l'alimentation, ce sont des augmentations très marginales de semaine en semaine, de mois en mois, quasiment. À un moment donné, on se réveille, c'est plus cher, mais c'est comme la grenouille dans l'eau chaude, là, l'eau monte, monte, monte. Ce qui est particulier avec les articles scolaires, c'est qu'on achète ça 2 semaines par année. C'est vraiment comme c'est un moment, tout le monde achète des lots de cartables, de duotang, de feuilles on peut comparer les prix, là, ou avec où. Exact, fait que c'est comme l'année passée, ça m'avait coûté combien, là, cette année, c'est vraiment un beau moment de faire un genre de bilan financier. Et là, ce qu'on constate, c'est que depuis 2 ans, les prix des articles scolaires, le panier là, scolaire là, qui est demandé là, par les écoles primaires et secondaires au Québec a augmenté d'à peu près 30%. Et donc, c'est comme une grosse augmentation. C'est sûr qu'on parle de, entre guillemets, de petits montants. Là, je compare à l'épicerie là, qui coûte possiblement quelques centaines de dollars par semaine. Là, on parle d'un achat à un moment qui coûte ça environ entre 100 et 200 dollars, mais il n'en demeure pas moins que 30% d'augmentation. C'est 30 à 60 dollars de plus. Si t'as 3 enfants, donc, ça paraît pareil. C'est ça. Ceci dit, les bons esprits là, feront valoir que le gouvernement du Québec offre aux ménages une prestation. De mémoire, c'est 115 $ par année 115, par enfant pour acheter. Donc, on reste dans le territoire que ça coûte au net pas si cher, mais ça reste que si avant c'était 100 puis maintenant c'est 130, c'est ça de plus. Et je crois comprendre que cette prestation-là, elle est liée au rapport d'impôt, hein, Jean-François, là, si je me trompe pas. Et donc, il y a peut-être une forme de désassociation entre le moment qu'on achète le truc puis le moment où on reçoit l'argent. Bref, il y a plusieurs manières d'éviter ou en fait d'atténuer cette augmentation-là. Évidemment,
le recyclage ou la récupération des articles des années antérieures, c'est comme la règle de base. Mais sinon, tu sais, là... Mais ça, il faudrait que les professeurs, des fois, coopèrent un peu plus. Tu sais, à un moment donné, là, oui, le Exotime 2 pouces et un quart vert, là. Il peut-tu être 2 pouces et demi? Je l'ai à la maison, le 2 pouces et demi. Je suis obligé d'aller acheter le 2 pouces et un quart, tu sais. Fait que ça, des fois, je trouve qu'on met un peu des bâtons dans les roues, là. Tu sais, on veut recycler, mais ça prend telle couleur, telle affaire, puis c'est ça. Ouais, écoute, comme je connais beaucoup d'enseignants dans mon univers, Jean-François, je te confirme que des fois, d'avoir tous les jeunes qui ont le duotang de la même couleur pour telle matière, c'est quand même plus simple que d'avoir la couleur, je peux 30 comprendre. jeunes. La grandeur, puis tu sais, en tout cas, des fois, on pourrait je veux pas casser recycler de un peu sur le dos plus. des profs. Mais ceci dit, ouais, recycler les affaires. Sinon, beaucoup de matériel se retrouve en ligne, là, soit neuf avec des coupons ou des circulaires, mais aussi carrément acheté dans l'usager, avec Marketplace, Kijiji, etc. N'hésitez pas. Puis sinon, plusieurs autres stratégies, là, ben évidemment, là, c'est un peu tard, on est le 7 août, mais le pire moment, c'est quand tout le monde veut acheter. Ben oui. Donc, peut-être de profiter quand ce sera terminé le rush des articles scolaires, là, je te garantis que le 15 septembre puis le 1er octobre, il y a des très bons deals à faire sur les articles scolaires pour l'année suivante, où il est possible d'acheter parfois avec des rabais là, qui peuvent aller jusqu'à 50-60% du prix affiché normalement. Donc, c'est toujours une opportunité de réfléchir à long terme quand on pense à des catégories de biens qui ont augmenté rapidement comme ça. Et donc, encore une fois, ça va être à suivre là, dans les prochaines semaines comment ce marché-là se dessine cette année et s'il y a des bons trucs là, à aller chercher. Il y a un très bon papier dans le Journal de Montréal d'ailleurs là, avec une liste de trucs. Là. Je vous invite les auditeurs à aller voir ça. Il y a peut-être quelque chose pour vous. Je vais parler tantôt aussi avec Elisabeth Bélanger qui a justement signé une lettre ce matin là, concernant les fournitures scolaires. Et ce que ça veut dire, ça, Francis, toi qui es économiste, c'est que si l'année passée, au lieu d'investir à la bourse, on avait acheté des Duotime, des effaces, des crayons, on aurait fait 30 de profit. On aurait pu les revendre cette année. Il n'y a pas beaucoup d'actions qui ont fait ce genre de profit-là. Il faudra que je te raconte une fois, Jean-François Barry, comment dans mon sous-sol actuellement, j'ai des boîtes de Lego neufs en attente qu'ils soient discontinués pour les revendre plus cher que je les ai payés un jour. Mais je te dis que pour l'instant, je souffre de n'avoir pas ces dollars-là dans mon compte chèque. Je me trouve un peu niaiseux. Écoute, c'est très intéressant tes chroniques, mais rappelle-moi de jamais prendre tes conseils. On rappelle que tu as des Legos dans ton sous-sol et que tu es à taux variable sur ton hypothèque aussi. Alors, wow! Voilà, plein de bons Au conseils secours. de la part de Francis. Salut! Salut! Ne ratez plus rien.